Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci beaucoup de cette invitation. Je suis vraiment extrêmement content d'être là. Je suis dans une discipline qui est souvent un peu trop repliée sur elle-même, donc venir travailler avec d'autres disciplines, c'est toujours un grand plaisir. Alors, grand plaisir, grand plaisir. J'ai été évidemment très enthousiaste quand il m'a été proposé par le comité scientifique, que je remercie, ce sujet. Je ne vous cache pas que je vous ai un petit peu maudit de temps en temps quand même, une fois que je me suis penché sur le sujet, mais je vais essayer de m'en débrouiller. Alors, mon propos, ça va être un peu finalement de vous faire suivre le raisonnement que j'ai essayé de construire quand je me suis penché sur la question, puisque finalement, certes, on a une équipe de liaison. J'ai écouté ce que vous disiez, ça correspond assez, je pense, à la réalité de terrain de mon CHU. On a quelques connaissances, on a des connaissances amicales, mais sur la sollicitation elle-même, on reste, je pense, vraiment à la marge. Si ce n'est, pour reprendre ce que vous évoquiez aussi, que probablement, enfin, en tout cas, dans l'équipe de psychiatrie, il y a aussi une vraie dynamique sur l'idée de penser à l'intervention de l'équipe de soins palliatifs lorsqu'on est en liaison dans les services pour, pour obtenir différents leviers autour de l'état de souffrance des patients que l'on nous demande de voir. Et que ça, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien me concernant. Alors, je vais vous montrer comment j'ai essayé de penser la question qui m'avait été proposée. Alors déjà, je me suis demandé quelle était la définition, évidemment, et le périmètre de chacun, pour essayer un petit peu de me centrer. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais essayer de voir, bon, ok, maladie psychiatrique et soins palliatifs pour cette maladie, hein, strictement, c'était le champ qui m'était proposé. Ok, mais essayer un peu de cerner pour qui, comment, pourquoi, et voilà, pour vraiment ce que je vais essayer de développer à l'instant. Et puis, je me suis quand même interrogé, c'était d'ailleurs ma première interrogation, sur la question de la situation psychiatrique en tant que telle, avec l'impact qu'elle a, ou pas d'ailleurs, sur l'évaluation et sur une prise de décision de soins palliatifs. Est-ce que ça pouvait être concordant? Est-ce que ça pouvait être totalement antinomique? Enfin, mais ça, je l'ai éliminé, donc je m'arrêterai strictement là dans ce domaine. C'était d'ailleurs un petit peu ce qui était évoqué là. C'est évidemment la question d'une maladie psychiatrique comorbide, on va dire ça comme ça, si vous voulez, d'autres pathologies, et donc la place des soins palliatifs, et donc l'influence de l'un sur l'autre. Mais ça, pour le coup, c'est hors sujet me concernant. Je voulais juste vous rappeler que j'y avais pensé. Et que d'ailleurs, si vous regardez dans la littérature, lorsqu'il est fait référence au sujet psychiatrie palliative ou psycho-oncologie, ce sont les deux termes qui, là, ont une littérature abondante, contrairement au sujet dont je vais parler. Alors ça, je vais passer très vite, mais c'est pour contextualiser et passer à mon propos, parce que j'imagine que vous, bien mieux que moi, vous connaissez tout ça. Je me suis penché sur les définitions pour essayer un petit peu, au-delà d'une connaissance un peu implicite que j'avais de votre discipline, de voir un petit peu voilà, comment cerner déjà quelle est l'indication. Et donc, évidemment, on parle de la douleur, de la souffrance psychique. Dans la révision de la loi qui vous concerne, que j'ai reprise mot à mot, hein, on évoque là plus la définition de la maladie elle-même, évidemment la question du confort, de la qualité de vie, et puis de soulager des symptômes. Si on passe à la définition de l'OMS, que j'ai trouvé évidemment tout autant, il y a la question des conditions dans lesquelles on considère que l'affection relève ou pas des soins, et puis évidemment d'un précepte assez important, comme les autres d'ailleurs, de ne ni hâter ni retarder la mort. Quand on regarde la définition de l'OMS, il y a la question d'élargissement aux problèmes, outre la douleur physique, psychologique et spirituelle. On voit apparaître aussi cette dimension des familles, et puis aussi des investigations possibles dans le cadre des soins palliatifs, soulignons bien que ça n'est pas évidemment par principe antinomique. Une définition extrêmement succincte du Conseil de l'Ordre, sur laquelle je n'ai pas grand-chose à dire au-delà de la définition elle-même, mais je l'ai quand même citée par souci obsessionnel de faire le tour de la question. Et puis la question enfin de la définition de l'ANAES de 2002, dans laquelle on revient sur la question des investigations, on redit beaucoup de choses que j'ai déjà évoquées, et apparaît dans cette définition la place des bénévoles, potentiellement formés à l'accompagnement, et donc pour rejoindre l'ensemble des soins. Donc finalement, si je résume, je suis passé très vite volontairement, les indications seraient autour évidemment d'une maladie qui soit grave, évolutive, qui met en jeu le pronostic vital,
qui soit potentiellement mortel, éventuellement évidemment l'association de plusieurs maladies. Et là où je trouve la carte se brouille un tout petit peu, c'est sur la question évidemment du stade auquel on interviendrait ou de la phase. Et là, je vous avoue que j'ai commencé à être un peu en difficulté, puisqu'évidemment je voyais bien avancée terminale au début de l'évolution, tôt dans le décours de la maladie, etc. J'ai repris les termes encore une fois en synthèse. Sur la question de la prise en charge, si j'ai bien compris, bien sûr, on parle évidemment d'équipes pluridisciplinaires et donc éventuellement de l'aide de bénévoles. Ça me rappelle beaucoup de choses dans la santé mentale. Et comment ? Eh bien, en soulageant, mais en soulageant beaucoup de choses différentes, la douleur, les symptômes, la souffrance psychologique, en pensant à la qualité de vie, en pensant aux soins généraux, ce qui est une vaste question en psychiatrie, et en étant dans le ni trop ni trop peu en termes d'investigations éventuelles, de traitement, en restant évidemment totalement dans le précepte de ni hâter ni retarder la mort. Et évidemment, tout ça s'adressant aux patients, la famille et l'entourage. Et c'est assez intéressant, effectivement, l'entourage durant les soins, certes, mais aussi dans le deuil. J'y reviendrai. Alors maintenant, je rentre à la maison. La psychiatrie. Je tiens à le préciser quand même parce que je pense qu'on a vraiment des difficultés de ce point de vue-là en termes de grille de lecture. Donc je vais me placer dans un cadre très précis qui est celui voilà, dans lequel moi je me suis installé. Je rappelle que la psychiatrie est une discipline médicale qui est centrée normalement sur les pathologies psychiatriques. Et que finalement, je me permets de le dire parce que je pense que c'est vraiment important de s'accrocher à l'idée que lorsque vous faites de la psychiatrie, vous la faites comme le reste de la médecine, dont elle est une des spécialités. Donc, comme tout le monde, vous cherchez des symptômes que vous regroupez en syndromes, qui doivent normalement ressembler à quelque chose de correct en termes de regroupement et de cohérence syndromique, et que ça ne suffit pas, puisque le syndrome est descriptif et qu'il s'agit de trouver par ailleurs une étiologie au syndrome descriptif. Pour vous prendre un exemple tout simple, ne pas confondre un syndrome dépressif, l'ensemble des symptômes qui font le syndrome, avec la dépression qui est la maladie psychiatrique, puisqu'une hyperthyroïdie, un hypocorticisme, une tumeur cérébrale et quoi d'autre, un interféron, peuvent parfaitement faire le syndrome dépressif, qui n'a en aucun cas en étiologie la maladie dépressive. Je m'excuse du côté très simple de la chose, mais c'est pour rappeler que la psychiatrie a un raisonnement médical comme le reste de la médecine. Or, souvent, on en sort extrêmement vite. Donc, je trouve toujours important de le rappeler. Elle propose, la psychiatrie, comme tout le monde, des prises en charge médicamenteuses et non médicamenteuses. Et comme tout le monde, elle fait face à des pathologies avec des parcours évolutifs qui ressemblent à l'ensemble des problématiques que rencontrent l'ensemble des disciplines, et dans laquelle on essaye, à défaut de guérir, mais on peut guérir certaines situations, certaines pathologies psychiatriques sans aucun doute. Sinon, on cherche à mettre en rémission, j'y reviendrai bien entendu. Je passe, mais je voulais être un peu exhaustif. Évidemment, je n'arrête pas de dire que la psychiatrie est comme toutes les disciplines. Néanmoins, elle a quelques exceptions à ça. L'organisation territoriale qui était rappelée en introduction, les soins sans consentement, évidemment, le financement, et puis une place très particulière dans un dispositif plus large qui peut lui-même brouiller les pistes en termes de réflexion, qui est le dispositif de santé mentale. Parce qu'effectivement, la psychiatrie s'intègre dans la notion de santé mentale. Donc, évidemment, la question du bien-être, mais ensuite, deux niveaux, la question de la détresse psychologique et des troubles mentaux, avec une détresse psychologique qui peut être transitoire, qui ne remplit pas des critères de maladie, au sens syndromique, etc., dont je parlais tout à l'heure, de critères de durée, etc., mais qui évidemment représente toute une dimension des problématiques de soins que tout le monde doit gérer, et là je pense que ça vous parle extrêmement clairement, mais qui pour autant, encore une fois, ne correspond pas complètement ou peut-être intermédiaire ou peut-être transitoire vers l'autre dimension de la santé mentale que sont les troubles mentaux, avec, là je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, les maladies psychiatriques qui relèvent clairement d'une prise en charge médicale, entre autres. Et que la psychiatrie s'intègre dans l'ensemble des acteurs de la santé mentale, du sanitaire, du médico-social, du social et de l'associatif, ce qui n'est pas sans écho finalement avec toutes les définitions que j'ai reprises lorsque je me suis mis à travailler. Donc nous sommes bien en situation pluridisciplinaire, déjà d'emblée en psychiatrie, bien plus que dans d'autres disciplines sans doute. Alors moi, je vais restreindre strictement mon propos qui suit aux troubles mentaux, donc aux maladies psychiatriques, et je vais mettre de côté quelque chose qui est de manière abyssale beaucoup plus large, qui serait la dimension de souffrance psychique hors
pathologie psychiatrique. Je voulais rappeler que la pathologie psychiatrique, mais pas que celle-ci, a, de toute façon, c'est indéniable en 2017, évidemment des déterminants génétiques, évidemment des déterminants environnementaux, précoces en termes de vulnérabilité, précoce c'est fœtal, enfant, et ensuite adulte en termes de déclenchement, de pérennisation, d'amélioration, etc. Qui a évidemment un déterminant psychosocial très important. On sait tous l'impact extrêmement grave de la perte du lien social, notamment, par exemple. Évidemment, de toute une composante psychologique, qu'elle soit structurelle, qu'elle soit adaptative. Il s'agit aussi de parler des fonctions cognitives à ce niveau-là. Et enfin, tout est un déterminant biologique, sans aucun doute, en termes de structure, de réseaux fonctionnels, cérébraux, certes, mais aussi périphériques. Et il faut rappeler à quel point, dans le modèle, la question du stress qui croise la vulnérabilité que représente l'ensemble des éléments qui sont cités là, est à l'origine d'une véritable modulation des troubles psychiatriques en termes d'apparition, certes, mais aussi en termes de majoration, de diminution, de stabilisation ou éventuellement, évidemment, de guérison. Et je pense que c'est important de rappeler à quel point, finalement, les maladies psychiatriques ne sont que des maladies. Ce qui, évidemment, commencerait déjà à répondre à ma question. Puisque finalement, si ce sont que des maladies, il n'y a pas trop de raison qu'elles n'émargent pas la dimension potentielle de soins palliatifs. En tout cas, ça pourrait être vraiment ça. Les pathologies psychiatriques, il y en a un certain nombre que vous connaissez, évidemment. C'est assez simple, la psychiatrie, finalement. Il y a quelques chapitres, et puis voilà, et puis des syndromes à connaître, et puis ensuite, c'est parti. Au-delà de ça, il y a vraiment des enjeux majeurs de la psychiatrie actuelle autour de la rémission dans les maladies chroniques que nous connaissons et que nos patients subissent. Il y a vraiment désormais une question de remédiation cognitive, beaucoup dans les troubles chroniques, une question de réhabilitation psychosociale et une question qui était évoquée aussi précédemment de la santé physique, qui est vraiment un des enjeux majeurs actuels, puisqu'effectivement, vous citiez l'augmentation de la mortalité. Il faut rappeler que dans les pathologies psychiatriques chroniques, il y a déjà par définition diminution de 10 ans d'espérance de vie au minimum, à partir du moment où on souffre d'une pathologie psychiatrique chronique, pour des raisons, et vous l'avez très bien dit, extrêmement plus finalement physique, somatique, j'aime pas du tout cette dichotomie, mais on va l'utiliser pour aller vite, plutôt que psychiatrique. Évidemment, l'impact de l'un étant lié à l'origine, à la présence de l'autre. Alors, les troubles psychiatriques et les soins palliatifs au sens vraiment isolé du terme. Je pense que déjà une première question, c'est vraiment d'abord de faire de la psychiatrie. En d'autres termes, en amont d'une validation de soins palliatifs, de prendre en compte d'abord évidemment l'état psychiatrique de manière extrêmement explicite et organisée. C'est-à-dire de se poser des questions, j'imagine que ça vous parle bien entendu dans votre quotidien aussi, je ne fais qu'expliciter des éléments importants, dans la perception. Ce sera sûrement réévoqué après moi, mais il faut vraiment prendre en compte que certaines pathologies psychiatriques entraînent des troubles de la perception, qu'elles soient évidemment langagières, mais aussi en termes sensoriels strictement, de la compréhension, des capacités de communication et de langage, notamment dans les schizophrénies, mais pas uniquement. Évidemment, de l'ensemble du spectre des éléments cognitifs, qu'ils soient élémentaires jusqu'à la métacognition, particulièrement la capacité à se regarder, à se repérer, à se rendre compte qu'il y a des problématiques de santé. Et évidemment, il ne s'agit en aucun cas de limiter la personne à sa maladie, ce qui est une réalité absolue dans toutes les maladies d'ailleurs, je le rappelle, donc on est vraiment dans un cadre général, et donc de la considérer aussi dans ses capacités. J'insiste, il faut avoir une démarche diagnostique rationnelle médicale, c'est extrêmement important, mais aussi, et c'est un vrai sujet, je trouve, concernant la question qui m'est posée, en connaissance de toutes les options thérapeutiques. Et vous conviendrez peut-être avec moi que là, il y a peut-être des défauts par moment de connaissance des options thérapeutiques complètes de l'ensemble des pathologies psychiatriques, qui, évidemment, ces options thérapeutiques devront être mises en perspective avec la pertinence des soins, notamment, qui est très actuelle, mais qui n'est, j'espère, pas nouvelle du tout dans l'esprit de tout le monde. Et puis enfin, et là la psychiatrie a peut-être une spécificité, hélas d'ailleurs, c'est la prise en compte de problématiques d'accès hétérogènes aux soins eux-mêmes et aux options de soins encore plus.
Et que là, on a quand même un vrai problème dans l'historique de la psychiatrie et la rémanence de certaines dimensions historiques de la psychiatrie, en termes de niveau de connaissance de l'ensemble des options thérapeutiques, en termes d'accès à celles-ci. Je pense notamment aux méthodes de stimulation cérébrale, que représente ne serait-ce que tout bêtement la sismothérapie, ce qu'on appelait les électrochocs antérieurement, et puis évidemment de refus des fois dogmatique de se saisir des options thérapeutiques, ce qui quand même pose des vraies questions à partir du moment où on veut s'engager sur la partie passe-t-on en soins palliatifs ou pas. Et que là, je tiens quand même à surligner encore beaucoup d'efforts à faire de notre discipline en termes, sinon de choix direct des options, en tout cas de connaissance de celles-ci et de proposition d'accès à celles-ci pour tous les patients. Je prends 2-3 exemples maintenant. La question de la dépression pour les soins palliatifs. Bon, je passe rapidement. La dépression, c'est une maladie, très simplement, très douloureuse, très difficile, mais c'est une maladie qui a quand même une incidence extrêmement importante dans la population générale, qui est globalement relativement récidivante, hélas, avec un phénomène d'embrasement, de kindling, qu'on a piqué aux neurologues, qui donc est le fait que les épisodes entraînent les épisodes s'ils sont maltraités. Et que plus il y a d'épisodes, plus ils échapperont à un contexte événementiel. Et donc la maladie se met à fonctionner en roue libre, progressivement, moins elle est traitée, pire elle sera, ce qui me paraît un truc assez classique en médecine. Elle a des complications extrêmement importantes, avec un risque vital engagé. Donc vraiment, on est dans un cadre qui me paraît correspondre assez à des questionnements que vous vous posez au quotidien, notamment par le suicide, mais aussi, je raccroche à nouveau les wagons avec ce qui a été dit et ce que je disais précédemment, ces complications somatiques. Une chose importante dans la dépression, je trouve, et qui peut complexifier les choses, c'est d'être en capacité, pour évaluer effectivement l'indication ou pas des soins palliatifs, de différencier ce qui serait de l'indication, évidemment, de schémas de pensée dépressifs, négativistes, qui ont, je vous le rappelle, aussi un effet extrêmement délétère sur les capacités de remémoration, notamment de sa vie, avec un biais de négativité, dit-on, autour de la récupération en mémoire des événements, de ce qui se passe, des ressentis, etc., qui évidemment agrègent complètement cette dimension de tristesse et de désespoir de la dépression. Et évidemment de prendre en compte les difficultés cognitives, attentionnelles, amnésiques, exécutives, etc., qui vont avec. Et évidemment, un grand souci, je trouve, à partir du moment où on veut parler de soins palliatifs dans la dépression, c'est de bien repérer les dimensions mélancoliques, qui sont, je tiens à le repréciser, tout à fait potentiellement traitables, et de ne pas confondre évidemment mélancolie avec une situation de fin d'option thérapeutique, d'autant que, ça n'est jamais écrit comme ça, mais je tiens assez au concept, je pense qu'on est capable, en tant que soignant, de mélancolie par procuration, et qu'effectivement, on peut être extrêmement contaminé par une mélancolie, qu'on peut, sans y faire très attention, faire sienne dans son propre raisonnement. Donc il s'agit vraiment de bien repérer la mélancolie comme une entité nosographique extrêmement sérieuse, parce qu'elle est à risque d'erreurs d'évaluation si on se laisse polluer par tout ce qu'elle représente. Après, il y a la question de la dépression résistante, qui, comme vous le voyez dans les chiffres, est extrêmement importante, qui a différentes définitions qui sont sur les graphiques qui sont à votre gauche, et qui nécessite, parce que les données de la science avancent beaucoup, de continuellement se mettre à jour. Et donc je reviens à une question, pour pouvoir penser soins palliatifs en psychiatrie, à la nécessité d'être vraiment parfaitement à jour des options, de connaître celles qui arrivent, celles qui sont validées, parce qu'évidemment d'elles dépend la dimension éventuelle d'impasse thérapeutique ou de nécessité d'arrêter, d'essayer et d'essayer sans arrêt des choses alors qu'on a déjà fait le tour. Je dis ça parce que, par exemple, nous sommes centre de référence, enfin pas de référence au sens HAS et national, mais on recrute plutôt, disons, pas mal de situations de dépression résistante, supposées résistantes, et en fait, quand on les screen pour ensuite passer notamment à des protocoles de recherche, on se rend compte que les deux, je veux dire ça à la louche, mais la moitié ou les 2/3 des cas ne satisfont pas du tout aux critères, parce qu'en fait, les options thérapeutiques classiques ou qui devraient être classiques n'ont pas été faites de manière correcte. Et donc des dépressions supposées résistantes n'en sont pas, mais ont plutôt été des dépressions qui ont été finalement incorrectement traitées, pour plein de raisons, je n'accuse personne. Au-delà de ça, si tout est clair et qu'on est effectivement dans une dépression résistante,
La question, c'est quelle est la prise en charge des symptômes chroniques, comme la douleur morale notamment, mais aussi tout le reste du cortège, des pensées négatives dont je parlais, etc. etc. Et finalement, est-ce que ce que l'on fait déjà, c'est-à-dire l'accompagnement au long cours, la psychothérapie de soutien, toutes les actions de support psychosocial, l'entraînement à l'adaptation et donc le transfert de stratégies adaptatives de coping, sont-elles des équivalents déjà de soins de palliatifs? C'est, je trouve, une vraie question. Si on parle maintenant de la crise suicidaire elle-même, pour prendre un deuxième exemple, bon, les conduites suicidaires, hein, elles s'intègrent éventuellement dans la dépression, mais elles peuvent être aussi isolées en dehors de la pathologie. Elles ne font pas forcément partie de la pathologie. C'est le cas dans la dépression, ce n'est pas le cas dans les autres en termes directs. Donc on se retrouve plutôt avec des comorbidités suicidaires dans les autres pathologies psychiatriques. Je tiens à rappeler quand même une chose importante, hein, c'est que le suicide et les conduites suicidaires sont bien plus d'abord une complication des maladies psychiatriques, hein, qu'une erreur de prise en charge ou voilà, un défaut de soins. Donc il faut vraiment se rendre compte à quel point les conduites suicidaires sont d'abord et avant tout une complication des maladies. Non pas pour s'exonérer de leur prise en charge, hein, mais parce que je pense que vraiment on inverse les choses dans les représentations générales. Je pense qu'il faut se souvenir que malheureusement le suicide est une complication aussi beaucoup des pathologies psychiatriques en soi. Ce qui est important aussi, c'est que le suicide désormais est vu comme une vulnérabilité spécifique et quasiment comme une maladie à part entière. On peut en débattre, mais c'est en tout cas comme ça qu'actuellement on voit les choses, avec vraiment l'idée qu'actuellement on considère le suicide d'abord absolument pas comme un acte volontaire, mais plutôt comme un acte subi dans un contexte extrêmement douloureux, dans lequel, pour plein de raisons, notamment émotionnelles et cognitives, et évidemment voilà, reliées de manière intégrative à tout ce que je disais du modèle biopsychosocial, entraîne une distorsion de perception d'une part, et ensuite un biais complet de capacité à envisager les alternatives, et donc l'arrêt de l'état de souffrance insupportable par la conduite suicidaire, qui en fait, et les gens vous en parlent très bien comme ça, s'impose aux gens. Ils ne la souhaitent pas, hein, au sens historique du terme. Dans les soins palliatifs, dans quelle mesure les conduites suicidaires représenteraient par exemple un indicateur, je me dis, de prise en charge palliative? C'est une vraie question, puisque ça peut être un indicateur indirect de souffrance morale chronique insupportable. Il y a une erreur d'affichage. Ah non, elle va arriver. Non, elle n'arrive pas. Ah si, voilà. Il y a un travail qui a été fait par une collègue montpelliéraine, Émilie Ollier, qui travaille dans l'équipe de Philippe Courtet, qui a montré par exemple qu'on pouvait relier sur une simple échelle visuelle analogique la douleur morale avec le risque suicidaire et éventuellement le corréler un petit peu aussi au risque de récidive. Donc utiliser les échelles visuelles analogiques de douleur physique mais de douleur morale et peut être un indicateur extrêmement intéressant de souffrance et de risque suicidaire. Est-ce que les répétitions suicidaires, aggravant progressivement les tableaux, et ça parle à beaucoup de gens dans la salle, sont des indicateurs éventuellement de questionnement sur doit-on dériver vers des soins palliatifs? Je pose des questions. Voilà. Est-ce que la réponse par réguliers soins sans consentement, sans pour autant obtenir de résultats évidents sur la course de la dépression subséquente et puis des conduites suicidaires, doit faire envisager des soins palliatifs? C'est aussi une vraie question. Est-ce que la gestion de la crise suicidaire aiguë s'apparente dans le principe, des fois, sur ce que vous pouvez faire en soins palliatifs? Je parlais de l'évaluation de la douleur morale, du risque de récidive, d'une intervention thérapeutique brève, non rémanente. Ce sont des travaux relativement récents, mais qui vont passer dans le soin courant autour de la prise de kétamine aiguë qui peut temporairement régler la crise suicidaire. Est-ce qu'on rentrerait dans une définition plutôt d'amélioration de la souffrance morale sans pour autant régler le problème qu'on ne peut pas forcément régler et donc de se raccrocher à une dimension palliative? C'est une question. Et évidemment, la prise en charge globale psychosociale, est-ce qu'en elle-même, elle représenterait finalement une intervention qui s'apparenterait à des soins palliatifs? Troisième et dernier exemple, les schizophrénies. Pathologie évidemment chronique, vous le savez comme moi, avec de multiples cours évolutifs, avec le schéma en haut à gauche qui représente historiquement des choses que l'on connaît sur toutes les possibilités d'évolution de cette maladie chronique qui est extrêmement grave, voilà, et impactante dans sa dimension dissociative, cognitive, délirante évidemment, je ne l'ai pas écrit, mais il y a évidemment ça aussi, et avec cette question vraiment de l'insight très variable des patients et dans le temps, et en interindividuel et en intra-individuel,
avec une problématique qui s'ajoute dans les schizophrénies concernant des soins palliatifs, je pense que ce sera à réévoquer, c'est l'expression complexe de la douleur et de la souffrance, avec notamment des liens à des hypothèses autour d'une analgésie ou d'une difficulté à ressentir les choses, ou alors à les exprimer ne serait-ce que par la composante dissociative. Il y a beaucoup de questions autour de ça. Il y a un risque évidemment suicidaire majeur dans les schizophrénies. Et enfin, il y a de toute façon très clairement des schizophrénies résistantes qui, là, je trouve, de nouveau, reposent des questions autour des définitions classiques des soins palliatifs, avec une dimension classiquement dans ces situations négative majeure. Alors les symptômes négatifs de la schizophrénie, c'est-à-dire le repli, l'appauvrissement de la pensée, la diminution des affects, etc., qui font peut-être d'ailleurs qu'il faudra envisager des interventions beaucoup plus actives. On s'occupe beaucoup des patients bruyants, hein, tous, c'est-à-dire ceux vers qui on va, c'est ceux qui font du bruit. On oublie souvent, en tout cas, c'est une vraie question aussi en psychiatrie, ce qu'on ne voit pas, parce que finalement, ils ne font pas de bruit, entre guillemets, hein, au sens délirant, au sens comportemental. Or, effectivement, cette population est très en souffrance, peut être source de potentielle négligence ou alors d'acharnement thérapeutique sur des schizophrénies résistantes dans lesquelles on tente beaucoup de choses, certes, mais peut-être des fois devrait-on plus se poser la question de la pertinence des soins et donc du passage vers les soins palliatifs. Tout ça, ok, je vous ai donné 3 exemples, je vous ai parlé de la psychiatrie en général, mais évidemment, pour pouvoir parler de soins palliatifs, il faudrait avoir une idée de à quel moment le faire. Donc, ce que j'ai pu en lire d'ailleurs, quand j'ai fait un petit peu une revue de la littérature, peut se poser la question, devrait se poser la question peut-être, de mieux définir les étapes de nos pathologies psychiatriques pour lesquelles finalement on n'avait pas forcément jusqu'à ce jour de modélisation extrêmement précise. Or, on a tout un courant actuel autour vraiment de la définition des étapes de la maladie psychiatrique. Alors, beaucoup plus tourné vers une autre question qui est l'étape prémorbide en fait, hein. Donc de vulnérabilité, de repérage des patients à haut risque, par exemple dans la schizophrénie ou dans les troubles bipolaires comme l'exemple qui est ici. Et puis ensuite de cours de la maladie, mais évidemment le staging permet aussi d'envisager la pathologie dans des grades très avancés, ce qui évidemment nous remet probablement, si je ne me trompe pas, dans une dimension beaucoup plus simple d'envisager des étapes dans lesquelles la maladie psychiatrique relèverait des soins palliatifs, comme je crois le comprendre, ça peut être le cas par exemple dans les situations cancéreuses. Or, effectivement, on a vraiment un courant actuel très important autour de ça. Le concept est, disons, à la mode au niveau scientifique. Dernière chose, la place du patient et de la famille. La place du patient dans la décision de soins palliatifs. Alors ça, c'est très important. La psychiatrie ne peut pas ne pas émerger au concept, évidemment, de décision médicale partagée. Ça me paraît d'une évidence absolue, et ça l'est pour beaucoup. Ça l'est un peu moins pour certains, hélas, mais très clairement, le modèle de décision médicale partagée s'adapte parfaitement à la plupart des patients souffrant de pathologies psychiatriques, même si, évidemment, il faut prendre en compte, sans résumer le patient à ça, la dimension d'abrasement cognitif ou de difficulté cognitive et les problématiques d'anosognosie. Néanmoins, la plupart du temps, et même la totalité d'ailleurs, j'ai envie de dire, on peut tout à fait envisager la décision médicale partagée. Donc je ne vois pas d'obstacle à envisager une décision médicale partagée autour de soins palliatifs, comme c'est la règle absolue, évidemment en prenant en compte, en revanche, le terrain sur lequel se développe la maladie concernant. La prise de décision, c'est quand même un processus de très haut niveau cognitif, hein. Ça inclut énormément d'opérations, c'est extrêmement individuel, ce ne sont pas des conduites automatisées, heureusement d'ailleurs, j'ai envie de dire. Et la décision dépend de beaucoup de choses, y compris à des niveaux beaucoup plus de très haut niveau, notamment métaphoriques, notamment de croyances, etc., qui évidemment peuvent compliquer les choses, mais j'insiste, je ne vois aucune raison, et je ne suis pas le seul évidemment du tout, à ne pas pouvoir envisager une décision médicale partagée dans un contexte de soins palliatifs, avec une temporalité peut-être encore plus importante pour la maturation d'une prise de décision, dans la mesure où existent tous les troubles dont je parlais. La place de la famille, enfin. Alors, la famille dans l'histoire de la psychiatrie a été très, très malmenée. D'abord, elle a été mise à distance sur des préceptes dogmatiques extrêmement forts de relations duelles. Et en plus, elle a été montrée du doigt, notamment dans la physiopathologie de troubles, dont j'imagine dans la salle, plus personne ne peut croire ce qui a pu être dit à d'autres époques, pour des raisons aussi de non-connaissance de certaines choses. Hein, voilà. Mais il faut rappeler à quel point ce qui était une conséquence a été pris pour cause,
et les interactions pathologiques autour des patients étaient probablement, enfin j'ai très envie de retirer le probablement, liées évidemment à l'émergence prodromique des maladies, notamment schizophréniques, et de l'organisation des familles autour de quelqu'un qui commence petit à petit à se désorganiser, à se dissocier. Et donc évidemment, qu'est-ce que fait un être humain qui est avec quelqu'un qui va mal ? Il le protège, il le surprotège, éventuellement, si on veut avoir certaines grilles de lecture, comme ça. Donc, de toute façon, on n'a pas été très sympathique avec les familles en psychiatrie pendant un certain temps. Actuellement, et je pense qu'il faut vraiment le marteler, et on en est tous convaincus, désormais, les familles sont évidemment des victimes collatérales au deuxième rang après le patient des pathologies et de leurs conséquences. Et d'ailleurs, je pense à beaucoup de choses, mais notamment tout ce qui est postvention du suicide, c'est-à-dire voilà, l'accompagnement des endeuillés autour des conséquences d'avoir perdu un proche de suicide. Est-ce que là, pour le coup, on n'est pas exactement dans la définition d'une partie des soins palliatifs sur l'accompagnement dans le deuil? Voilà, donc là, on est déjà peut-être clairement dans le sujet. La famille est modulateur, évidemment, par ses relations interpersonnelles complexes, stressantes de la maladie, mais elle est surtout et avant tout coacteur de soins et de l'observance de la prise en charge, mais aussi beaucoup, et ça je pense qu'il faut le marteler, sentinelle des signes d'alarme par rapport à des pathologies qui se décompenseraient, dans lesquelles il y a une perte d'insight. C'est extrêmement important d'être avec les familles en 2017 en psychiatrie. Donc là, très clairement, nous avons une nécessité, ce que nous faisons de plus en plus, de les intégrer dans le soin, dans la psychoéducation à la maladie, c'est pas un gros mot, et dans l'apprentissage des outils de gestion du stress. Et donc les intégrer tel que je l'ai vu dans la définition des soins palliatifs, ça me paraît extrêmement, extrêmement pertinent. Pour conclure, vers une psychiatrie palliative, eh bien effectivement, on voit émerger, il y a quelques papiers sur le concept donc, de maladie psychiatrique sévère persistante, qui sont désignés par, si vous voulez les regarder, notamment voilà, dans les moteurs de recherche, hein, c'est par l'acronyme anglo-saxon de SPMI, avec des patients, alors c'est restreint aux patients majeurs, souffrant d'une pathologie psychiatrique chronique ou récurrente qui impacte le fonctionnement au quotidien et nécessite un traitement à long terme. Je pense que ça vous rappelle beaucoup de choses. Et donc, on parle essentiellement de schizophrénie et de troubles de l'humeur, nos deux grands cadres de pathologie chronique, mais aussi de troubles graves de la perso. Alors là, c'est classiquement les personnalités borderline, hein, dont vous ne le savez peut-être pas, mais il a été beaucoup question de les retirer des troubles de personnalité pour en faire vraiment une entité de troubles psychiatriques en soi. C'est vraiment on va dire, c'est une maladie très particulière qui est noyée dans les troubles de personnalité. Voilà, c'est pas forcément satisfaisant. Le stress post-traumatique, l'anorexie mentale et certaines problématiques liées aux addictions à l'alcool. Ces situations psychiatriques sévères persistantes sont liées à beaucoup de comorbidités, avec un risque de décès extrêmement plus important qu'une population de même âge et de même niveau socio-économique, pour des raisons mixtes, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et si vous regardez, il y a toute une littérature sur ce sujet qui pose plein de questions que j'imagine vous êtes déjà beaucoup posées en soins palliatifs hors psychiatrie, autour des décisions, des capacités décisionnelles, de l'accès aux soins, etc. Tout ce que j'ai pu lister là. Et je vous renvoie à ce papier qui est relativement, voilà, qui a quand même 9 ans, mais qui est extrêmement pertinent et qui ouvrait le champ de cette littérature-là autour de ça. Et en fait, il a été proposé, et là je vous renvoie à ce papier de 2016, hein, qui finalement, j'ai trouvé très tardivement dans ma construction de topo, je l'aurais trouvé d'emblée, je pense que j'aurais été soulagé. Donc une proposition de définition de soins palliatifs, centrée sur des choses que vous connaissez très bien, et qui correspondent assez bien, je trouve, aux premières diapositives et des définitions générales des soins palliatifs, donc de qualité de vie du patient et de la famille, dans un contexte de troubles mentaux sévères persistants, avec un pronostic vital engagé pour des raisons psychiatriques, notamment suicidaires, mais aussi somatiques pour toutes les raisons de comorbidité et de dégradation générale liées à l'impact de la pathologie psychiatrique, prenant en compte les dimensions mentales, sociales et spirituelles, et donc ayant des axes vraiment autour de ça, extrêmement clairs, d'aider à faire face, d'affirmer le principe de vie, en reconnaissant la possible incurabilité. On a encore du mal avec ça. Si vous regardez, effectivement, je pensais à ce que vous disiez tout à l'heure, si vous regardez un petit peu dans la littérature ce qu'il y a en termes de mort et de psychiatrie, en fait, c'est extrêmement centré sur le suicide. Il n'y a pas beaucoup de littérature sur la question de la fin de vie, du décès des patients souffrant de pathologies psychiatriques, en dehors des problématiques de suicide ou de complications éventuellement somatiques de la mélancolie.
intègre évidemment les dimensions globales, aide à vivre aussi activement que possible, etc. Vous voyez que toutes ces définitions, vous les connaissez beaucoup mieux que moi parce qu'elles s'appliquent clairement autour du concept de soins palliatifs. Avec le diagramme, le rappel sur la gauche, il est un peu flou, je m'en excuse. Hein. Voilà, une croissance inversement proportionnelle entre les soins curatifs et la dimension de soins palliatifs au cours de l'évolution de la maladie, d'où la nécessité de staging de nos pathologies, comme ça se fait dans les autres pathologies. Je crois que je suis dans les temps pour conclure. Tout va bien ? Tout va bien. Donc, il me semble, je vais rester prudent, qu'effectivement, clairement, il me semble, et clairement, ça fait un petit peu... oui, vous voyez l'idée, hein, que commence à regrouper le concept des fameuses maladies psychiatriques sévères, paraît vraiment éligible à, en tout cas, une application plus importante que juste un concept autour des soins palliatifs adaptés aux spécificités des troubles psychiatriques. Alors, j'ai eu un peu de mal à écrire ça, parce que j'insiste, hein, il ne faut pas trop en faire sur la spécificité des troubles psychiatriques. Voilà. Ce sont des maladies comme les autres, néanmoins évidemment, mais comme les autres, finalement, elles ont quelques spécificités. Mais globalement, finalement, elles n'en ont pas tant que ça. Je me lance. La connaissance fine de la sémiopsychiatrique, des options thérapeutiques à jour, sont vraiment un prérequis majeur et je pense qu'on a encore beaucoup de travail là-dessus. Ainsi qu'une redéfinition, je le disais et je le rappelle une dernière fois, de nos pathologies qui s'adaptent quand même à des étapes qui permettent d'envisager un moment où on peut se permettre de penser soins palliatifs. Après, est-ce que on fait des soins palliatifs de premier niveau quand on fait ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire l'application de notre psychiatrie et de notre abord pluridisciplinaire dans la santé mentale, je réouvre, est-ce qu'on ne fait pas du soin palliatif de premier niveau ou de niveau 0.9 ? Je ne sais pas, c'est une vraie question, je trouve, autour des pathologies psychiatriques chroniques, bien entendu, uniquement. Et en d'autres termes, est-ce que finalement, notre prise en charge, est-ce que c'est du monsieur Jourdain des soins palliatifs, on fait du soin palliatif sans le savoir, ou alors est-ce que finalement, et je vais retourner la question dans l'autre sens un peu brutalement pour conclure, est-ce que finalement à l'inverse, non, puisque notre prise en charge globale biopsychosociale, tout le dispositif de santé mentale est finalement le cœur du soin, bah, du coup on est quand même dans du curatif au sens large, et donc bah non, on ne peut pas y avoir du tout de soins palliatifs. Donc je n'ai pas du tout répondu, ou je clôt plutôt avec une petite pirouette, mais moi je suis quand même relativement convaincu, grâce à ce que vous m'avez fait travailler depuis 15 jours, 3 semaines, qu'on peut quand même vraiment se lancer dans cette piste-là. Et voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention.